Bonjour à tous, à toutes, pardon, et à ceux qui sont en streaming qu'on ne voit pas. On espère que vous êtes nombreux. Alors, je vais commencer par une petite citation. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est ainsi... Ouais, on est ensemble aujourd'hui. On est un peu seul, mais on est ensemble aussi. Allez, plus sérieusement. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'enjeu de la transition agroécologique pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des agriculteurs aux consommateurs. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un enjeu central de la transition agroécologique autour d'une question, c'est comment partager les risques pour financer collectivement une alimentation plus durable. Donc, je suis Nadia Secker, je travaille à la direction de l'innovation de BPI France en tant que responsable sectoriel agriculture et alimentation et j'aurai le plaisir donc d'animer cette table ronde. Alors, comme le thème de Big cette année, c'est la vérité, je vous propose de commencer par les chiffres, parce qu'en général, les chiffres, ça ne ment pas, ça dit la vérité. C'est quoi le constat ? Alors, quelques chiffres. D'après le rapport Agriculture et Transition, qui est sorti en 2024, la transition vers l'agroécologie, en France, elle nécessitera entre 2 et 4 milliards d'investissements par an, d'ici à 2030. Ensuite, l'INRAE, en 2023, a fait des estimations aussi pour le coût de conversion en bio ou en pratique agroécologique pour un agriculteur. Et ce coût peut atteindre 10 à 30%, selon les pratiques, les filières, etc., bien évidemment les régions, pendant les premières années, avant que les gains de productivité et que les aides, bien sûr, ne viennent compenser ces coûts. Donc c'est une démarche qui est coûteuse pour les agriculteurs. Selon une étude du CNRS et du CIRED, les impacts environnementaux de l'agriculture sur la santé des sols, sur la santé des êtres humains, donc de la biodiversité au sens large, qu'on appelle les écosystèmes, a été estimé entre 14 et 55 milliards d'euros. Voilà, c'est une grande fourchette, on va dire. Enfin, on voit quand même que par an en France, donc on voit qu'il y a une incidence forte de l'activité agricole sur l'économie. Et enfin, et pas des moindres, en fait, on a la Cour des comptes et l'Institute for Climate Economics, I4CE ou I4CE. Ils ont estimé que les investissements réalisés dans des projets durables dans la chaîne alimentaire, ça représente seulement moins de 1% des 41 milliards d'euros qui sont investis chaque an dans la chaîne agroalimentaire. On voit qu'on est encore loin du chemin. Voilà, donc face à ces constats, il y a une évidence qui s'impose. On est tous d'accord pour dire que la transition agroécologique, c'est une priorité stratégique pour le secteur agricole français. Mais, on en parlera aujourd'hui, elle ne peut pas reposer, cette transition, sur les épaules d'un seul acteur, bien sûr. Que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, les consommateurs, bien sûr, les acteurs financiers. Et donc, chacun de ces acteurs, en fait, porte une part du risque et porte en lui aussi une part de la solution. C'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui avec l'intervention de nos intervenants. Donc il y a désormais urgence à agir, bien sûr, et pour ce faire, il y a une question qui s'impose, donc comment mobiliser collectivement les ressources nécessaires pour financer cette transition, tout en répartissant équitablement les risques entre les acteurs de la chaîne de valeur que je viens d'évoquer. Parce qu'on le verra au cours de notre table ronde, la transition, elle suppose quoi ? Elle suppose une transformation profonde des modèles économiques, des systèmes de production, et bien sûr des relations, parce qu'on parlera aussi beaucoup de liens, de relations, entre les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, si le plan d'investissement France 2030 a alloué 1,8 milliard d'euros à la transition agroécologique, enfin, en tout cas au secteur agroalimentaire au sens large, et à sa transition, ça reste insuffisant pour répondre aux besoins de la filière. La grande consultation des agriculteurs, vous avez peut-être lu du Shift Project, qui a été publié en décembre 2024, elle dit quoi ? Elle dit qu'on a plus de 80% des agriculteurs répondants qui sont prêts à amorcer la transition, ou qui ne l'ont pas attendu, d'ailleurs ils l'ont déjà faite. Mais par contre, il y a plus de 90% des répondants, c'est important de dire que c'est les répondants quand même, qui disent que le frein à cette transition, c'est l'accompagnement financier. Ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Bon, pour autant, il y a de nombreux agriculteurs, qu'on appelle les agriculteurs pionniers, qui expérimentent et qui développent des pratiques agroécologiques, voire même des pratiques dites régénératrices. Et d'ailleurs, Anne nous expliquera ce que c'est que l'agriculture régénératrice. Et donc on parlera grandement de ça et on verra que c'est bénéfique pour les sols, les écosystèmes et bien sûr pour la résilience aussi des exploitations agricoles face aux extrêmes climatiques. Et enfin, je terminerai mon propos juste par quelque chose qui m'a surpris, moi que je ne savais pas, c'est dès 2018, puisque l'agroécologie ça date pas d'aujourd'hui, dès 2018, l'IDRI, avec le bureau d'études ISCA, ils avaient développé un
un scénario qui s'appelle le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology. Et qu'est-ce que disait ce scénario? En fait, il disait que si on passe en Europe à une agriculture entièrement agroécologique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire affranchi des intrants de synthèse. C'est quoi les intrants de synthèse? C'est les engrais et les pesticides, hein, les engrais pas organiques, hein, les engrais de synthèse. Eh bien, si on redéploie des prairies naturelles, si on augmente les infrastructures agroécologiques, donc c'est tout ce qui est mares, haies, des habitats pierreux aussi, en fait, tout ce qui permet de reconstituer la biodiversité essentielle à la santé des sols et des cultures, et bien ce scénario dit quoi? Il dit qu'en fait, on pourrait nourrir durablement 530 millions d'Européens en 2050. Donc en fait, ça permet d'apporter une réponse aux personnes qui disent « Oui, mais avec l'agroécologie, on ne pourra pas nourrir la croissance démographique. » A priori, c'est discutable. Et de surcroît, ce scénario dit aussi qu'on pourrait réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole européen. Donc, il y a moyen d'agir, il y a de l'espoir, et l'agriculture, elle porte en elle une grande part de la solution à ses propres défis, parce que c'est bien sûr un puits de carbone, et que donc c'est un fabuleux moteur pour la transition, enfin pour la décarbonation de l'industrie française. Voilà, et donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, parce qu'on va parler beaucoup de risques, mais comment faire du risque partager en fait un levier de transformation et même une opportunité en fait pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et donc comme des témoignages engagés valent mieux, des témoignages d'acteurs engagés valent mieux que de longues introductions, je suis ravie de pouvoir vous présenter nos intervenants, que je remercie d'être là, surtout dans un contexte un peu particulier. Alors, Anne Trombini, vous êtes directrice générale de Pour une agriculture du vivant. Vous êtes aussi notre partenaire sur la table ronde et vous nous expliquerez comment votre association, elle œuvre au bénéfice de l'embarquement collectif des acteurs du secteur vers des pratiques d'agriculture régénératrice. Camille Guérin, vous êtes senior programme manager régénérative agriculture chez McCain Europe. Et vous nous donnerez le témoignage d'une entreprise agroalimentaire qui est pionnière dans l'accompagnement de ces agriculteurs vers des pratiques durables. Et enfin, bien sûr, il est important aussi de parler de l'accompagnement financier des acteurs de la chaîne de valeur et des agriculteurs. Et donc Olivier Dupire, vous êtes expert en transition agricole et alimentaire au sein du Crédit Agricole Nord de France. Et vous nous expliquerez bien sûr comment le secteur bancaire a son rôle à jouer aussi pour accompagner producteurs et transformateurs dans cette transition. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps de nous occuper, de nous intéresser à la vision de nos acteurs et en quoi ils sont engagés sur cette transition agroécologique. Et pour commencer, Anne, pouvez-vous donc nous expliquer, s'il vous plaît, c'est quoi l'agroécologie? Et surtout, c'est quoi l'agriculture régénératrice et comment ça s'intègre au sein de cette agroécologie? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est bien des fois de revenir à des définitions. Et ma deuxième question aussi, c'est qu'on dit que PADV, pour une agriculture du vivant, votre association est un tiers de confiance. C'est quoi un tiers de confiance? Merci. Alors, l'agriculture régénératrice, c'est un concept finalement assez récent qui est apparu en 2018 en France, qui est en effet très proche du concept d'agroécologie. Donc, ça a été rappelé au démarrage, l'agroécologie, c'est une vision un peu systémique qui vise à trouver de la résilience dans un modèle agricole, en se passant notamment d'intrants de synthèse, mais au-delà de ça, d'arriver en fait dans une démarche de progrès agronomique à aller chercher une performance à la fois environnementale, sociale et économique. Donc c'est une approche systémique où on va chercher justement à trouver de la résilience en actionnant les différents leviers à disposition. L'agriculture régénératrice, c'est un concept qui est plutôt porté par les filières à la base, les filières agroalimentaires, mais qui rejoint ce principe que finalement, pour aller chercher cette performance agroécologique, il faut revenir aux fondamentaux agronomiques, c'est de la science, hein, et qui en fait s'attache à dire que tout part des sols. Quand on fait de l'agriculture, d'abord on a un sol qui doit être vivant et qui doit être en état de produire. Et aujourd'hui, on sait que nos sols sont dégradés. 40% des terres émergées dans le monde sont dégradées. Et donc, demain, c'est notre capacité en fait, à nous nourrir qui est en péril. Donc, on n'est pas sur une démarche marketing, on est vraiment sur une démarche de fond qui est de retrouver de la résilience, retrouver de la capacité à produire notre alimentation, notre souveraineté alimentaire, et notamment dans un contexte de changement climatique où ça devient de plus en plus difficile chaque année de produire. Et donc, très simplement, l'agriculture régénératrice, en repartant des sols, on va découvrir des pratiques qui ne sont pas encore généralisées aujourd'hui, qui vont viser à protéger ces sols, à les nourrir, notamment le principe d'avoir des sols toujours couverts. Et donc, on fait pousser, au-delà des cultures de rente, le blé, le maïs, etc., qui sont les cultures principales, d'aller faire pousser d'autres cultures
qu'on va laisser au sol pour nourrir la biodiversité qui est dans les sols. On va aussi essayer de limiter le travail du sol et on va essayer d'apporter de la diversité au maximum par des infrastructures écologiques, des haies, des prairies, etc. Et donc ces trois principes ensemble vont se décliner de tout un tas de manières et c'est aussi ça qui est très nouveau dans ces pratiques agricoles, c'est qu'on a connu une agriculture finalement très standardisée où finalement on avait voilà, des approches un peu classiques qu'on répliquait partout en France et partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'en fait, revenir à l'agronomie, c'est s'adapter au contexte de la ferme, à son sol, à son climat, et trouver les pratiques qui fonctionnent dans son propre système. Et en ça, c'est une vraie révolution, puisque ça veut dire qu'il va falloir redonner les compétences aux agriculteurs et les accompagner et les sécuriser. Et donc, pour répondre à la deuxième question sur notre rôle, nous, on est un mouvement associatif qui a 7 ans et qui vise à faire travailler ensemble tout l'écosystème. Donc les agriculteurs, les acteurs agroalimentaires, les coopératives, les banques, les acteurs de la formation, etc., pour essayer ensemble à la fois d'agir sur les connaissances techniques et les outils pour aider les agriculteurs à mettre en place ces pratiques, et puis d'autre part à agir sur le modèle économique parce que on va en discuter tout au long de cette table ronde. Il y a des coûts, il y a des risques, et donc ça a été dit aussi dans le rapport du Shift, les agriculteurs attendent d'être soutenus financièrement, donc il faut agir. Merci Anne. Alors justement, vous avez évoqué des risques. Quels sont les risques quand je suis un agriculteur et que je veux me lancer dans la transition agroécologique, je suis exposé à des risques. Lesquels sont-ils ? De manière très pratique, quand un agriculteur va changer ses pratiques, le risque, c'est que la culture ne pousse pas, si on est très prosaïque. Donc ça s'appelle un risque rendement et ça induit une perte financière. Et donc, comme toute autre entreprise, quelle qu'elle soit, quand elle change son activité, sa façon de produire, soit on a les reins solides, soit on a une assurance, soit en tout cas on a des gens qui vont vous soutenir. Donc le sujet c'est ça, c'est comment on aide les agriculteurs déjà à réussir le changement de pratique d'un point de vue technique. Quelles sont les solutions techniques qui sont déjà éprouvées, quelles sont les conditions qu'on peut créer autour de lui pour l'aider avec du conseil, etc. Et puis après il y a la question du risque financier et s'il est avéré, qui le paye ? Puisque l'agriculteur, in fine, a des clients, a des partenaires, a un écosystème, un territoire qui attend des choses de lui. Finalement, qui va porter ce risque, puisque tout le monde attend de lui qu'il change ses pratiques. On parlera justement de la mutualisation du risque, justement après. Merci beaucoup, Anne. Camille, ma question sera pour vous maintenant. Chez McCain, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre stratégie intègre justement ces enjeux d'agroécologie ? Et je disais dans mon introduction que vous êtes une entreprise qui est pionnière en matière d'agriculture régénératrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'engagement de votre entreprise justement sur ce sujet-là et les partenariats que vous avez développés avec les producteurs ? Oui, pas de souci. Donc peut-être commencer par présenter McCain, donc McCain, entreprise canadienne qui existe depuis 1957, qui aujourd'hui est présente partout dans le monde et est le leader mondial de la production de produits produits surgelés à partir de pommes de terre. Mais nous sommes effectivement mondial, mais nous sommes très présents en France. Nous avons 3 usines présentes dans les Hauts-de-France et une usine dans la Marne. Et nous travaillons main dans la main avec 1500 agriculteurs en Europe et plus de 800 agriculteurs en France. Et ce qu'on dit, c'est que notre succès est très lié au succès des agriculteurs. Parce qu'en fait, on a vraiment une relation très proche avec eux. On a des contrats qu'on signe directement avec les agriculteurs, donc avec ces un peu plus de 800 agriculteurs. Et donc, quand on regarde les dernières années, on voit que les rendements en pommes de terre décroissent. Donc, ils ont tendance à perdre, effectivement, à décroître. On a perdu en 10 ans entre 6 et 10% de rendement en moyenne en pommes de terre en France. Et un peu partout aussi en Europe où on s'approvisionne en pommes de terre. Donc, ce qui fait que ça, c'est pas sans impact pour les agriculteurs, pour leur marge, leurs revenus. Et donc, l'idée, c'est de proposer des solutions pour pouvoir inverser cette courbe de décroissance en rendement. Et une des solutions que l'on a trouvées, c'est l'agriculture régénératrice. Donc ça, c'est un des éléments de réponse à la question. Un autre élément est aussi très lié à nos engagements en termes de durabilité. On a 4 piliers dans notre stratégie durabilité. Et un des piliers importants, c'est l'agriculture régénératrice. Donc c'est comment accompagner les agriculteurs. Bon, Anne
une définition beaucoup plus précise que la mienne, mais nous, on définit l'agriculture régénératrice comme étant une agriculture qui protège les sols tout en améliorant les rendements et la qualité de pommes de terre et en réduisant l'impact environnemental de la production de pommes de terre. Donc pour nous, c'est ça la définition d'agriculture régénératrice. Et c'est très important que dans cette définition, on intègre la notion de rendement. Parce que voilà, l'idée est vraiment de, grâce aux pratiques qui vont évoluer, de pouvoir justement avoir gagné en résilience et en particulier en fait pouvoir s'adapter au changement climatique. Parce que la pomme de terre, je ne sais pas si vous êtes des sachants en termes de production de pommes de terre, mais c'est une culture qui est très sensible au stress, et en particulier le stress hydrique durant l'été. Et donc, en fait, on voit les tendances annoncées par le GIEC et autres, on va avoir de plus en plus d'étés secs, et on va potentiellement aussi avoir plus en plus de printemps très humides, d'automne très humides aussi, avec des fortes précipitations. Et ça va aussi impacter la production de pommes de terre. Donc en fait, l'idée de l'agriculture régénératrice, c'est également de pouvoir s'adapter face à ces évolutions climatiques. Donc voilà, je sais plus. La question aussi, c'était les partenariats que vous avez développés avec les producteurs. Je sais que quand on avait préparé la table ronde, vous me disiez qu'on parle beaucoup de prise de risque, mais on parle beaucoup de surcoût, mais c'est pas forcément le sujet. Faut parler ce qui est important, c'est de parler de l'accompagnement des producteurs justement dans la transition. Et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer justement comment vous faites pour les accompagner, quelles sont les pratiques que vous développez avec eux. Alors tout à fait, toute transition ou toute transformation de pratique, que ce soit en agriculture ou dans d'autres domaines, elle représente un risque parce qu'on a des pratiques qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui ont tel résultat, et le fait de changer, c'est beaucoup plus risqué. Il y a potentiellement aussi des surcoûts quand même, qui peuvent être liés à la transition, mais nous, en tout cas sur la pomme de terre, c'est plus un sujet de risque que l'on voit, c'est comment en fait, comme je disais, je maîtrise des techniques, des pratiques, et je dois changer pour m'adapter. Et donc, même si l'idée à terme, c'est de pouvoir maintenir ou améliorer mon rendement, c'est quand même synonyme de prise de risque. Et donc, nous, on a créé un programme en 2022 pour accompagner tous les agriculteurs en Europe. Et on a un programme spécifique à la France pour justement accompagner 100% de nos agriculteurs vers la mise en place de l'agriculture régénératrice. Et dans ce programme, on a un pilier qui est très important, qui est vraiment la colonne vertébrale de notre programme, qui est l'accompagnement technique. Anne l'a dit tout à l'heure, mais c'est un pilier qui est très important. Il faut accompagner techniquement les agriculteurs dans la prise de risque. Et donc pour cela, on a commencé par se former. Donc on est allé chercher des experts externes à l'entreprise, des experts locaux qui connaissent bien la pomme de terre, qui connaissent l'agroécologie, et qui ont formé nos équipes terrain. Ensuite, on a également formé les agriculteurs, bien sûr. Donc on organise toujours des formations pour tous nos agriculteurs. On a formé, on estime actuellement plus de 75% des agriculteurs avec lesquels on travaille en Europe. Et on continue de le faire. Et l'objectif, c'est d'avoir formé 100% des agriculteurs avec lesquels nous travaillons d'ici à 2030. Quand vous dites former, c'est former aux pratiques régénératrices, c'est ça ? Former à l'agroécologie ou à l'agriculture régénératrice au sens large. Okay. Et donc c'est via des événements techniques qu'on peut organiser, par exemple. Merci. C'est vrai que la formation, c'est important. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Encore une question pour vous, Camille. Parce que effectivement, ce qui est intéressant, donc, chacun vous représentez un maillon de la chaîne de valeur. Et c'est vrai que McCain, on connaît beaucoup l'entreprise transformatrice de pommes de terre, mais on la connaît moins comme étant une entreprise qui peut être aussi assimilée. On pourrait l'assimiler presque à une coopérative agricole, tellement que vous avez des liens forts avec vos producteurs. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, avec les centaines d'agriculteurs que vous avez. Du coup, la question que je vais vous poser, c'est plutôt en tant qu'entreprise en lien fort avec l'amont agricole. D'après vous, quels sont les investissements qui sont nécessaires pour accompagner les agriculteurs et comment vous arrivez à les mobiliser sur les sujets de transition ? Alors, pour répondre à la question, je vais essayer de vous donner des exemples très concrets d'investissements qui ont pu être faits par McCain. Donc, par exemple, en 2022, quand on a pris l'engagement d'accompagner donc 100% des agriculteurs vers l'agriculture régénératrice, on s'est dit il va falloir tester en fait des pratiques. Parce que si on veut engager les agriculteurs, il faut aussi en fait, pouvoir identifier les pratiques qui ont des impacts positifs pour les agriculteurs. Parce que si on veut qu'ils mettent en place les nouvelles pratiques, il faut qu'elles soient positives pour eux. Et donc, on a décidé de mettre en place un réseau de fermes pilotes
Donc en France, on a 8 fermes pilotes, donc qui sont des fermes commerciales, avec lesquelles nous avons une relation commerciale, mais dans lesquelles nous faisons des essais. Et l'objectif de ces essais, c'est vraiment d'identifier quelles vont être les pratiques qui seront bénéfiques pour les agriculteurs. Et donc, je peux vous donner des exemples très concrets. On a testé, par exemple, des pratiques assez basiques comme la mise en place de couverts multi-espèces versus des couverts simples, donc sur plusieurs parcelles. À chaque fois, on teste et on a observé une augmentation de rendement de 3% en moyenne sur 3 ans, donc dans ces 8 fermes pilotes. On a également testé, par exemple, le non-labour versus un itinéraire technique avec labour, un itinéraire technique sans labour. On a observé une amélioration des rendements de 6%. Et en fait, c'est ces chiffres qui sont très positifs, qui montrent qu'en fait, la transition, elle peut être désirable pour l'agriculteur. Et donc, on utilise en fait ces fermes pilotes comme justement, on les ouvre, on fait des portes ouvertes et comme des moyens de communiquer positivement sur la transition. Donc ça, c'est un exemple concret d'investissement de l'entreprise. On a également fait un partenariat l'année dernière avec AgroLeague, qui est une plateforme digitale. Et on l'utilise AgroLeague pour communiquer et former les agriculteurs via un outil digital. Donc par exemple, avec eux, on a créé du contenu dédié à la pomme de terre, et spécifique à la transition vers l'agriculture régénératrice. Et donc, grâce à cet outil, on a formé par exemple nos agriculteurs. On a plus de 400 producteurs qui sont abonnés maintenant à la plateforme et qui consomment du contenu justement pour se former. Et dans le contenu, on a valorisé tous les essais qu'on avait pu faire dans les fermes pilotes. Donc c'est par exemple un exemple d'investissement, mais on a également dépensé des millions d'euros à l'échelle de l'Europe pour former nos agriculteurs. Parce que l'idée, c'est de faire de la formation collective, mais également de la formation individuelle. Donc on finance par exemple des experts techniques qui vont aller dans toutes les exploitations avec lesquelles on travaille et qui vont pouvoir justement les accompagner sur leur situation individuelle. Et puis c'est aussi, ça répond du coup à ma question aussi, à ma deuxième question, c'est sur un levier d'incitation en fait. Le fait de les former, ça montre que ça fonctionne, c'est robuste, c'est répété. C'est la vérité. On est dans le thème de la vérité, donc ça tombe bien. C'est avec l'expérimentation, on montre que ça fonctionne et que c'est bénéfique, comme vous disiez. Tout à fait. Voilà. Et en termes d'incitation aussi, l'incitation qu'on a mis en place parallèlement à toutes ces essais techniques, c'est la mise en place d'un contrat dédié à l'agriculture régénératrice. Donc actuellement, on a sur les 800 producteurs avec lesquels nous avons un contrat, 160 producteurs ont signé un contrat spécifique à l'agriculture régénératrice. Et donc c'est un contrat long terme, 6 ans. Donc l'objectif, c'est sécuriser justement leur transition dans une durée significative de 6 ans, nous sommes les seuls aujourd'hui sur le marché de la pomme de terre à proposer ce contrat. Parce que sur le marché aujourd'hui, c'est beaucoup des contrats annuels. Et donc l'idée, c'était de justement proposer un contrat sécurisant pour encore une fois sécuriser aussi le risque pris par l'agriculteur, pour lui garantir un volume et une formule de prix sur 6 ans. Et associer à ce contrat long terme une prime aussi qui va de 200 à 300 euros l'hectare, qui permet de couvrir une part du risque et des surcoûts potentiels liés à la transition vers l'agriculture régénératrice. Merci. Du coup, on aborde déjà un petit peu la partie 2, mais sur les mécanismes de financement, mais c'est pas grave. Non, c'est très intéressant et on pourra détailler après par la suite. Maintenant, Olivier, dans le domaine bancaire que vous représentez, comment vous évaluez les risques liés à la transition et comment votre secteur peut-il les sécuriser ? Alors le sujet du risque en banque, c'est le métier de base. Par contre, la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi une banque recrute des ingénieurs agronomes, par exemple, pour s'intéresser à ce sujet que je suis. Récemment arrivé, donc je travaille au sein du Crédit Agricole Nord-de-France, qui est une des caisses régionales du groupe Crédit Agricole, qui intervient sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Donc le risque, il fait partie inhérente du métier de la banque. Il fait encore plus partie du métier également de l'assureur. Et donc en tant que banquier assureur, c'est assez naturellement qu'ils ont dit effectivement il faut investir ce sujet de transition agricole qui est beaucoup plus large que juste un sujet d'agriculture régénératrice. Je reprends les termes de Anne sur l'approche système. Nous, notre système, il finance à la fois le monde de l'entreprise, de l'industrie, il finance le monde de l'agriculture, de l'agriculteur en tant que tel, mais aussi de la collectivité jusqu'aux particuliers. Donc les impacts que peut avoir l'agriculture ou l'industrie sur un territoire,
on les retrouve d'un marché à l'autre. Hein. Quand on parle de marché chez nous, c'est le marché de l'agriculture, le marché de l'entreprise, etc. Donc cette approche risque, elle était extrêmement travaillée sur le monde économique, financier, risque de transition, les évolutions réglementaires, etc., sans forcément prendre à bras-le-corps jusqu'alors le risque physique climatique. Et je pense qu'un des événements qui a été déclencheur chez nous, hein, pour revenir à quelques années maintenant en arrière, mais c'est encore assez récent dans les têtes, c'est les inondations dans le Pas-de-Calais, qui ont fait vraiment prendre conscience que les pratiques agricoles pouvaient avoir un impact sur la sinistralité d'un territoire. Ça a été des coûts énormes, hein, pour une entreprise comme la nôtre sur le Pas-de-Calais, avec des situations assez dramatiques sur le plan sociétal. Et donc il y a une vraie prise de conscience et une bascule sur le fait d'investir concrètement sur ce sujet de transition agricole. Une fois qu'on a dit ça, le sujet de la transition agricole, il reste extrêmement dur à traiter parce que c'est extrêmement large. Et donc ce qui fait qu'on a cherché à s'entourer dans un premier temps de tiers de confiance, hein. Donc ce qu'évoquait Anne et le fait qu'on travaille aujourd'hui avec PADV, c'est vraiment ce qu'on est venu chercher pour s'acculturer aussi à ce sujet et à la manière dont on pouvait le traiter. Et après, ça a été de travailler cette approche risque secteur par secteur, donc directement avec nos producteurs, nos clients agriculteurs, en les interrogeant concrètement sur ce qu'ils avaient vécu, ce qui leur faisait peur, etc., en le couplant à tout ce qu'on sait déjà, hein, sur les risques d'installation, de transmission, etc., mais également avec le monde de l'entreprise. Et je pense que c'est un des points importants aujourd'hui, c'est déjà de comprendre ce que veulent faire les filières sur notre territoire. Pour appréhender un risque de territoire, hein, chez nous, qui est vraiment global, c'est déjà qu'est-ce que veut faire l'agriculteur, qu'est-ce que veut faire l'industriel, qu'est-ce que veut faire la coopérative, qu'est-ce que la collectivité a envie de porter. Et finalement, une fois qu'on a récolté un peu toute cette matière chez nos parties prenantes, c'est-à-dire comment une banque comme la nôtre, hein, qui sur le monde agricole a un taux de pénétration de quasiment 80%, donc qui a un rôle vraiment à jouer, hein, au-delà d'avoir le nom agricole, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut porter sans ramener de complexité. Et ça, c'était un des sujets de clé pour nous, hein, c'était de se dire, le sujet de la transition agricole est par nature extrêmement complexe. Le sujet était politiquement complexe également à ce moment-là. On a la chance d'être sur un territoire de 2 départements. Donc c'est vraiment une échelle intéressante pour moi et je le porte parce qu'on est sur des sujets internationaux avec McCain ou au national avec PADV. Mais nous, on a un petit territoire du Nord et du Pas-de-Calais, très diversifié. Et donc c'est une bonne échelle pour essayer d'appréhender notre sujet et d'essayer de cumuler sans ramener de complexité. Et donc de se positionner en s'alignant, en connaissant la stratégie de McCain, en connaissant la stratégie d'autres entreprises sur d'autres filières, pour pouvoir s'aligner à ce qui nous paraissait cohérent et ce qui nous paraissait finalement dérisquer notre propre portefeuille chez nous. Sachant qu'évidemment, hein, notre portefeuille d'agriculteurs, sans grande surprise, on a une diversité énorme, à la fois des productions, hein, de l'éleveur herbager du sud du département du Nord à l'exploitation de pommes de terre ou de légumes dans le secteur de Bapaume. Effectivement, on ne va pas traiter les sujets de la même manière. Donc on a cette palette de diversité. Nous, à la différence de McCain, effectivement, on ne travaille pas sur un sujet pomme de terre, on travaille bien à l'échelle de l'exploitation, dans sa diversité qu'on veut conserver. On affiche des ambitions fortes, par exemple, de maintien de l'élevage sur un territoire comme le nôtre, qui est un enjeu fort sur le sujet, par exemple, de la transition. On disait, hein, l'agroécologie, se passer des intrants de synthèse, l'élevage est une des réponses. Donc comment on embrasse ce sujet? Et ça, on l'a vraiment travaillé en collectif, et je pourrais détailler après comment finalement on a essayé d'apporter des réponses concrètes qui s'adossent à des démarches beaucoup plus larges que simplement celles du Crédit Agricole, mais celles de l'industrie, de la collectivité, etc. Merci Olivier. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, un exemple d'innovation, alors assurantielle, mais surtout bancaire, que vous avez mis en place, alors de façon opérationnelle ou expérimentale, pour justement soutenir cette transition? Alors le sujet de est-ce que c'est opérationnel, est-ce que c'est expérimental, j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai toujours l'impression qu'on est à la fois dans les deux, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a la prétention d'avoir trouvé la bonne solution et d'être sorti de cette espèce d'expérimentation permanente, parce que le climat bouge et donc par ricochet finalement, toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place, elles vont tenir sur une forme d'expérimentation. Et c'est pas grave, c'est très bien, il faut qu'on en tire aussi toutes les expériences au fil de l'eau. Par rapport à ce qu'on a essayé de mettre en place, donc j'évoquais cette notion extrêmement importante de ne pas ramener de complexité. Moi, je suis arrivé en poste sur mes sujets au moment des manifestations agricoles, où on a bien entendu la gronde sur le sujet de l'administratif, et en même temps un constat de se dire,
il faut, et excusez-moi l'expression, mettre le paquet sur l'accompagnement, de la formation, de la technicité, d'une approche très terrain, très terrain, pour limiter le temps au bureau et de reporting. Alors il est très important, mais condensons ce temps de reporting, de fiabilisation des diagnostics, par exemple, en collectif, pour maximiser l'argent qu'on investit collectivement au service justement du concret, c'est-à-dire de l'accompagnement terrain individuel ou collectif de l'agriculteur. Ça, c'était un premier constat. Deuxième constat, et vous vous en doutez, hein, une banque comme la nôtre, elle ne va pas travailler pour 5% de son portefeuille sur ces solutions. Donc l'idée, c'était d'embarquer 100% de nos agriculteurs sur ce sujet. Une des premières choses, c'est de retravailler très concrètement le sujet de ce qu'on appelle chez nous le CRM, hein, c'est-à-dire comment on qualifie nos agriculteurs en termes de maturité sur ces sujets de transition. Et là, effectivement, dans notre portefeuille, au-delà de la diversité des productions qu'on a sur le territoire, on a aussi une multitude de maturités sur les sujets, avec des pourcentages faibles, et par nature ils le sont, hein, les pionniers d'engagement depuis des années qui n'ont absolument pas attendu ni le crédit agricole, ni les filières parfois, pour être sur des modèles plutôt en rupture. Et ensuite, crescendo, on descend vers des agriculteurs qui ont pris à bras-le-corps ou moins à bras-le-corps ce sujet, jusqu'à une fraction, mais comme le démontrait le shift, hein, de réfractaires sur le sujet. Et donc ça, sans grande surprise, on retrouve des équilibres assez proches de ce que montre le shift au niveau national. Et donc là, on a essayé de travailler sur des solutions à la fois simples, mais en même temps qualifiées au profil de nos exploitations. Et donc on va naviguer dans le monde du crédit, plutôt, dans un premier temps, je parlerai d'assurance après, dans le monde du crédit sur deux types de crédit, hein, le monde du crédit fléché. Donc c'est un peu technique, mais c'est assez facilement compréhensible. C'est assez classique de ce qui se fait en banque. C'est-à-dire, je vais regarder l'objet dans lequel l'agriculteur investit, et je fais le pari qu'en investissant dans cet objet, la transition va se mettre en place sur l'exploitation. C'est ce qu'on a connu sur les plans éco-phyto en finançant des RC-TRI, des houes rotatives, du matériel de travail mécanique pour limiter l'usage des produits phytosanitaires. Je fais le pari, en investissant dans ce matériel, que la transition va pouvoir éventuellement se mettre en place. Ça, on peut le faire pour des agriculteurs chez qui on n'a pas les garanties pour l'instant que la transition est activée, voire peut-être elle est activée, mais on n'en a pas la preuve tangible. Ça, c'est le gros morceau de notre portefeuille. Et on est dans le domaine de l'obligation de moyens. On n'a pas trop le choix pour l'instant que de travailler dans cette forme-là, c'est-à-dire vraiment l'obligation de moyens. Donc on va regarder l'objet et on va venir en fonction de l'objet. Hein, donc effectivement, par exemple, la transition énergétique, le panneau photovoltaïque, la plantation de haies, les vergers de conservation, des choses de ce type. On va venir mettre des conditions bancaires préférentielles en face de ces investissements. Le deuxième sujet, c'est une autre population pour nous, qui est la population plus pionnière, plus avancée dans ce sujet de transition, et qui là, ce sont des agriculteurs qui vont être en capacité de nous présenter des résultats extrêmement concrets, c'est-à-dire des résultats sur l'agriculture régénératrice, l'agriculture de conservation des sols, sur la transition bas carbone ou encore sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire, c'est des agriculteurs, on arrive directement dans la ferme, ils nous présentent leurs engagements, leurs pratiques, leurs résultats, parfois sous forme d'une trajectoire, parfois à l'instant T. Et c'est à partir de ces résultats qu'on va non plus regarder l'objet comme on le fait sur le crédit fléché, mais on va basculer sur une offre de crédit indexée. Et donc là, c'est-à-dire qu'en fonction des performances agri-environnementales, hein, on est bien sur les deux sujets, je vais venir moduler mes conditions financières de manière plus avantageuse à partir du moment où les résultats environnementaux sont les plus satisfaisants. Par exemple, l'agriculture biologique arrive en haut, entre guillemets, pour l'instant, des conditions qu'on peut mettre en place, hein, sur le crédit. Et après, par exemple, hein, donc Anne en reparlera sûrement, mais on utilise par exemple l'indice de régénération développé par PADV pour justement indexer nos conditions bancaires. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de crédit. Pour moi, on a alors, on est dans un contexte de taux assez haut, donc mon but, c'est vraiment d'avoir un gap de différence, un différentiel en tout cas important entre le taux classique et le taux bonifié. Donc, on n'est pas sur une approche punitive. C'est pas parce que je ne justifie pas d'un bon bilan carbone que j'ai entre guillemets un taux plus élevé. Par contre, celui qui est capable de justifier de résultats environnementaux peut prétendre effectivement à un taux réduit. Et ce différentiel, il est vraiment intéressant dans la période actuelle, et c'est ce qui rend désirable aussi chez un certain nombre de producteurs cette transition, et qui valorise finalement les engagements, soit de long terme, soit assez récents de certains de nos producteurs. Et ça, on le couple à des réductions sur des produits assurantiels qui font
complètement sens sur ce sujet, notamment l'assurance récolte ou l'assurance prairie. Parce qu'effectivement, un agriculteur qui nous présente des résultats extrêmement bas sur le plan du carbone ou qui va nous présenter des résultats de conservation des sols extrêmement élevés, on estime, nous, sans pouvoir le prouver alors statistiquement et avec toutes les datas qu'il nous faudrait par le passé, projeter sur l'avenir, etc., on estime que ça réduit la sinistralité sur un territoire. Je travaille différemment mon sol, j'ai laissé la haie en bas de la pente. Le jour où il y a un gros orage, nous on estime qu'effectivement il y a moins de risques que la pomme de terre finisse dans la véranda de la maison qu'on assure en bas dans le village. Et donc c'est extrêmement concret et donc on envoie un signal sur justement ce produit assurantiel qui existe, qui est soutenu publiquement par la PAC. On envoie un signal encore plus fort chez nos agriculteurs qui envoient des résultats environnementaux importants. Pour les inciter à souscrire à ce type d'assurance aussi, bien sûr. Exactement. Ouais. Qui est une première marche sur le monde de l'assurance. On a été beaucoup challengés sur le sujet assurantiel pour sortir des nouveaux produits, pour assurer les trajectoires de transition. Ça existe sûrement. Aujourd'hui, les trajectoires de transition sur un territoire comme le nôtre, Nord-Pas-de-Calais, elles sont démultipliées sur... Aucun de nous n'a la prétention d'avoir les réponses à tout en fonction de la date d'installation, en fonction des filières dans lesquelles on s'intègre, en fonction du nombre d'associés, en fonction de plein de paramètres. Et ça, aujourd'hui, ça ne nous permet pas forcément de sortir des produits assurantiels dédiés. Par contre, on a déjà des produits subventionnés qui sont intéressants pour dérisquer sur le plan climatique, et ça s'appelle l'assurance récolte. Merci Olivier. Et justement, quand je vous posais la question là tout à l'heure sur les innovations en cours, enfin expérimentales ou opérationnelles, vous étiez mal à l'aise avec le terme opérationnel, et donc ça me fait une très bonne transition pour la partie expérimentale, puisque justement, quand on parle d'expérimentation sur la transition agroécologique, on est obligé de penser aussi au projet Covalo, donc ça me fait une très bonne transition pour ma question vers Anne. Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, ce que c'est que ce projet Covalo qui a été financé par France 2030, sa genèse et en quoi c'est un bon justement Living Lab pour l'expérimentation de nouveaux modèles économiques on a commencé un petit peu à brosser le portrait chacun tout à l'heure. Donc des nouveaux modèles économiques qui sont destinés à financer justement la prise de risque pour la transition agroécologique. Alors en effet, le projet Covalo est soutenu par BPI France et heureusement, parce que sinon je pense qu'il n'aurait pas vu le jour. Soutenu par l'État. Par l'État. Voilà, soutenu par l'État, mais via opéré par BPI France. C'est important, ouais. Par France 2030 en tout cas. Tout à fait. Je rejoins ce que disait Olivier, en effet, sur le côté expérimental, c'est-à-dire que ces sujets sont extrêmement nouveaux. On a besoin d'itérer en fait et d'expérimenter des choses et de les améliorer. Donc là, on a l'opportunité pendant 4 ans, justement à l'échelle des territoires, et c'est le premier point qui est très important, d'expérimenter avec les acteurs de territoire comment on peut aller chercher de la complémentarité finalement dans les actions que mènent les uns et les autres. Le constat de départ, c'est qu'à l'échelle nationale, on avait accompagné depuis 7 ans des acteurs comme agroalimentaires comme Maken, etc., qui font des choses déjà extrêmement bien, qui investissent énormément d'argent. Mais par ailleurs, on a des acteurs publics qui eux-mêmes ont aussi des actions. Par exemple, les agences de l'eau vont financer des actions sur le terrain auprès des agriculteurs. Les banques réfléchissaient, etc. Et on se rendait bien compte que chacun, finalement, arrivait un peu à un plafond de verre qu'il fallait pouvoir casser. Et que la réponse était forcément dans le collectif, dans l'intelligence collective. Et ça, c'est notre savoir-faire, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissent pas forcément pour essayer de créer un cadre de confiance et de sécurité pour les aligner finalement sur un cap commun et arriver à trouver de la complémentarité dans les actions pour aller chercher de l'impact. Parce que tout l'enjeu, je crois que ça a été dit, c'est d'aller chercher tous les agriculteurs. Tu l'as très bien dit, vous ne pouvez pas accompagner que 5% de vos agriculteurs. Vous, c'est pareil, le sujet il est forcément à grande échelle. Mais ce passage à l'échelle, c'est bien la grande question. Et donc Covalo est là pour justement expérimenter des modèles d'organisation innovantes, collectives, où on va faire travailler ensemble à la fois des acteurs filières, les acteurs du monde agricole bien sûr, les acteurs financiers privés, et puis aussi les institutions publiques du territoire, les collectivités, les départements, les régions, les agences de l'eau. Il y a tout un maillon aussi là qui est très actif, mais en général, on constate que les objectifs ne convergent pas forcément. Je prends le sujet du moment. Quand on parle aux acteurs privés, ils veulent de la décarbonation en priorité. C'est l'enjeu numéro 1 attendu par les filières parce que c'est le sujet du moment, le changement climatique. Derrière, évidemment, il y a la résilience, mais la décarbonation reste un des leviers principaux d'accélération du changement. Le secteur public, lui, il s'intéresse à l'eau parce qu'on sait que c'est le sujet critique de demain, celui qui va tout arrêter, qui mettra les compteurs à zéro.
Et donc le secteur public ayant toujours un temps d'avance sur une vision peut-être plus long terme, tout le pari, c'est de se dire, en réunissant ces acteurs, est-ce qu'on arrive à faire concilier, converger ces enjeux carbone et eau dans une même démarche agroécologique, avec des outils communs terrain, comme ça a été dit à Olivier, qui ne seront pas trop pénibles pour les agriculteurs et qui vont surtout les mettre en action sur le terrain. Donc c'est le défi de Covalo, et donc ça nous amène à travailler sur les Hauts-de-France. On a 6 territoires, les Hauts-de-France sont notre territoire démonstrateur. On a 16 partenaires filières qui sont déjà autour de la table depuis 1 an et demi. On a le Crédit Agricole Nord-de-France, on a l'Agence de l'eau, et on a 5 métropoles, enfin 5 collectivités, dont une métropole, qui sont aussi en train de rejoindre la discussion pour se dire voilà, comment on peut travailler ensemble pour, se mettre d'accord sur des outils communs de mesure. Parce que le nerf de la guerre, vous disiez, le thème c'est la vérité, c'est les données, La data. malgré tout. Les données pour mesurer, parce qu'on cherche aussi à créer un consentement à payer dans ce sujet-là. Et le consentement payé, il nécessite des preuves. Donc, au-delà de la vision sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est comment on prouve les choses pour les agriculteurs, mais aussi pour les filières et pour les financeurs, et quel est le retour sur investissement derrière. Donc, premier sujet, c'est quand même les outils. Et donc là, on a eu la chance de converger assez vite sur le fait que l'indice de régénération que nous avons développé est un outil systémique qui parle au terrain, qui parle d'abord aux agriculteurs, et qui permet de collecter de la donnée sur tout un tas de services écosystémiques, sur justement une approche globale, et qu'on vient compléter avec les données carbone, qui sont essentielles et nécessaires au reporting aujourd'hui des filières. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était le sujet de l'accompagnement technique. Ça a été dit à plusieurs reprises, c'est un point important. La difficulté sur un territoire comme les Hauts-de-France, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui intervient sur une ferme. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de partenaires techniques qui peuvent intervenir, parce qu'on est sur un territoire diversifié où il peut y avoir une dizaine de cultures, déjà. Et quand il y a de l'élevage, il y a le vétérinaire, il y a le contrôle laitier, etc., etc., etc. Et en fait, si ces gens qui viennent accompagner l'agriculteur ne se mettent pas d'accord et ne parlent pas, ça fait des injonctions contradictoires. Donc là aussi, on peut être sûr que la dynamique, elle va être freinée, l'agriculteur va être perdu. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé. On va expérimenter cet hiver justement un plan de déploiement coordonné où l'ensemble des partenaires qui sont sur le terrain vont mettre en commun des moyens sur la formation, sur les événements terrain, etc. et vont faire dialoguer entre eux les conseillers. Donc gros défi, je pense qu'on va avoir des casseroles cet hiver, mais on a 4 ans pour expérimenter et apprendre. Le troisième axe de travail de ces coalitions, c'est le schéma de financement. Donc justement, à partir de données, là on revient aux données à la vérité, c'est-à-dire des données qui vont nous donner un aperçu réaliste des coûts, des risques, en sachant, comme l'a dit Olivier, que tous les systèmes ne se ressemblent pas, mais il faut essayer de trouver une jauge commune qui permet d'avoir un dialogue objectif. Derrière, de se dire, sur cette base-là, qui paye quoi. Donc, on a beaucoup avancé. Donc, une offre comme celle du Crédit Agricole, elle rentre dans le dispositif, puisqu'elle vient soutenir une prise de risque, elle vient soutenir de l'investissement, des besoins de BFR, différentes choses. Les primes filières, elles, vont venir soutenir aussi cette prise de risque, des surcoûts, et puis la création de valeur. Et puis, on a la chance d'avoir des partenaires publics aujourd'hui qui jouent le jeu aussi, avec des systèmes qu'on appelle des PSE, des paiements pour services environnementaux, qui viennent compléter ce dispositif-là. On travaille aussi sur des sujets comme le crédit carbone. Donc on met tout à plat et on se dit, on va chercher les partenaires qui aujourd'hui sont prêts à bouger pour se dire comment tout ça vient s'agréger dans un modèle économique qui tient la route. Et quatrième sujet, ensuite, qui est très lié, c'est la question de la gouvernance. Donc comment on organise tout ça et comment on le pilote. Parce que c'est facile de se dire, finalement, on crée un modèle, mais derrière, il faut le piloter pour s'assurer qu'il a de l'impact. Et que progressivement, les agriculteurs, on va avoir des résultats sur les rendements, sur les services écosystémiques, sur la performance, sur la compétitivité. Donc là aussi, on travaille avec des institutions publiques nationales aussi pour définir des indicateurs de pilotage, parce que l'idée derrière tout ça, derrière cette expérimentation, c'est d'en tirer des apprentissages qui peuvent ensuite nourrir des politiques publiques. Pourquoi pas, rêvons-le, la politique agricole commune qui pourrait prendre en compte ces éléments de retour du terrain, issus du terrain. Et puis le dernier axe à ne pas oublier, c'est comment on embarque les agris. Ça pourrait être le premier. C'est que si on veut que tout ça marche, il faut que les agriculteurs aient compris et soient motivés. Et donc le dernier axe, c'est aussi de travailler la communication. Comment on explique la transition agroécologique, comment on explique le projet,
comment on valorise l'intérêt que ça présente pour un agriculteur, pour les motiver à s'embarquer dans cette transition. Et c'est peut-être le plus difficile au final des 5 axes. Merci Anne. Super. Donc, avec vos interventions, on a bien vu que donc, les engagements que vous avez respectivement sur cette transition agroécologique, puis surtout des exemples concrets de ce que vous avez mis en place, l'importance du système bancaire et du système assurantiel que vous avez évoqué, Olivier, les partenariats que vous avez avec vos producteurs, l'importance de la coordination, d'avoir un référentiel commun aussi. La question que je veux poser maintenant à Camille, c'est... vous avez évoqué un petit peu justement est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus là, du programme sur 6 ans que vous avez, enfin des contrats sur 6 ans que vous avez avec vos partenaires producteurs pour sécuriser les débouchés pour les agriculteurs et les inciter justement à transitionner. Et puis est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi, puisqu'on profite de votre présente conjointe à tous les deux, comment vous interagissez avec le Crédit Agricole je crois savoir que vous avez un partenariat assez intéressant pour financer alors ce sera peut-être plus Olivier d'ailleurs, pour financer les investissements chez les agriculteurs pour des investissements divers, entre guillemets. Oui, en effet, en 2022, quand on a lancé le programme Agriculture régénératrice, et donc l'idée c'était comme je le disais tout au début, l'agriculture régénératrice est synonyme de risque, que ce soit pour nous, mais aussi pour les agriculteurs. Et donc l'idée, dans le but de dérisquer, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un gros pilier qui est l'accompagnement technique, mais un autre pilier qui est très important, étant donné qu'on a une relation commerciale avec les agriculteurs, c'est le pilier donc commercial, et donc c'est la relation contractuelle. Et l'idée, pour sécuriser la transition qui se fait sur un temps long, parce qu'en fait on ne transitionne pas une exploitation du jour au lendemain vers l'agriculture régénératrice, c'est étape par étape. Donc l'idée c'était de proposer un contrat 6 ans, donc qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est une première dans le monde de la pomme de terre, qui est plutôt une culture qui va être vendue sur des contrats annuels avec des prix renégociés, des volumes renégociés tous les ans. Donc là, l'idée, c'était de proposer justement un contrat qui s'intègre dans un temps long avec une prime associée qui va de 200 à 300 euros l'hectare pour les agriculteurs qui s'intègrent justement dans ce contrat. Et cette prime, elle vient financer la mise en place d'actions, donc de pratiques qu'on vient mesurer. Anne en parlait tout à l'heure, l'importance de mesurer effectivement les évolutions. Donc, en 2022, le choix de l'entreprise a été de déployer donc ce contrat avec un cahier des charges 100% McCain, donc basé sur des critères définis par McCain, donc qui sont, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, qui sont très proches de l'indice de régénération. Donc l'idée initiale, c'était de pouvoir mesurer des évolutions et en fonction des évolutions réalisées par les agriculteurs, de venir financer cette prime qui vient couvrir la prise de risque et les surcoûts liés à la transition. Donc ça, c'est une des choses importantes qu'on a pu mettre en place pour sécuriser la transition des agriculteurs. Dans la question aussi de la prise de risque aussi collective, on a aussi travaillé avec les coopératives, avec des vendeurs de semences aussi pour couverts végétaux. Et par exemple, dans tous les pays, on propose des deals pour les agriculteurs avec des discounts par exemple sur le coût des couverts. Parce qu'on sait que les couverts multi-espèces peuvent être plus coûteux pour les agriculteurs. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer des prix, un écart entre guillemets entre un couvert standard et un couvert multi-espèces plus faible que pour les inciter à mettre en place ces couverts. Et également en 2022, ce qu'on a mis en place, c'est un partenariat avec le Crédit Agricole. Donc sur tout le territoire, on a commencé avec la caisse nord de France. Et maintenant, le partenariat s'est élargi à tout notre territoire d'approvisionnement, donc Grand Est et Hauts-de-France. Et l'idée, c'était de venir en fait cofinancer aussi les CAPEX. Parce qu'on se dit que donc, la prime, elle vient financer ce qu'on appelle les OPEX, donc les coûts du type courant, on va dire, du type surcoût lié à des couverts végétaux multi-espèces. Mais l'agriculteur, il peut aussi avoir des gros investissements dans des machines, dans des semoirs de semis-direct, des outils pour détruire les couverts par exemple sans avoir à labourer. Ça c'est des coûts de CAPEX et donc l'idée c'était de pouvoir venir cofinancer ces coûts mais via la prise en compte justement des intérêts. Donc on a un partenariat avec le Crédit Agricole, Olivier va sûrement en parler tout à l'heure, où McCain prend en charge le coût, les taux en fait, le coût des intérêts en lien avec du matériel spécifique en lien avec la transition. Et ensuite, ce qu'on a aussi mis en place et qu'on commence à faire, et notamment avec PADV, c'est plus en plus de collectifs. Parce que l'idée, c'est on a commencé effectivement seul, avec notre cahier des charges, notre contrat,
et système de primes, mais l'idée, c'est l'agriculteur, sa transition, elle se fait à l'échelle de la rotation. Donc la pomme de terre fait partie de la rotation. Hein, dans un cas standard, c'est une fois tous les 4-5 ans. Donc c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a d'autres cultures. Et l'idée, c'est que le changement de pratique, si on veut vraiment avoir un bénéfice pour la pomme de terre, il faut qu'il se fasse sur toutes les cultures de la rotation. Donc l'idée, c'est de travailler sur, justement à la rotation, donc sur des indicateurs qui soient mesurables à la rotation, à la ferme, à l'échelle de la ferme, et il faut travailler avec les autres acteurs. Et donc on a commencé un travail il y a quelques temps pour une agriculture du vivant, justement, et avec l'Agence de l'eau. On a participé au lancement du PSE régénératif autour de Péronne et de Bapaume, donc dans une zone à enjeu pour l'Agence de l'eau. Et actuellement, on fait aussi partie du projet Covalo, qui, comme le disait Anne, qui vise à utiliser les mêmes indicateurs entre acteurs qui achètent des matières premières différentes aux mêmes agriculteurs de la région. Donc l'idée, c'est aussi d'un côté de simplifier la vie des agriculteurs. Au lieu que nous, on aille voir l'agriculteur en lui demandant des données qu'un autre acheteur de betteraves sucrières vienne avec d'autres données, et le céréalier, et ainsi de suite, l'acheteur de céréales. Donc l'idée, c'est de simplifier la vie des agriculteurs, et la nôtre aussi, et de aussi avoir plus de moyens mis à dispo de l'agriculteur, en termes de moyens financiers, avec des primes, qu'on ne soit pas les seuls à financer la transition, et également là, un accompagnement technique, comme le disait Anne. L'idée, c'est de pouvoir aussi mutualiser l'accompagnement technique pour aussi justement accompagner l'agriculteur, pas que sur la pomme de terre, mais aussi sur les autres cultures, et le coût de cet accompagnement qui soit aussi mutualisé entre les acteurs. Et effectivement, je me permets de rebondir sur le partenariat entre, aujourd'hui, on va dire, plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole et McCain, hein, sur sa zone d'approvisionnement. Camille l'a dit, hein, c'est né en 2022. Alors, c'est pas si loin, et en même temps, c'est loin. C'est là où on se rend compte qu'il s'est passé beaucoup de choses entre deux, et c'est tant mieux. C'est une vraie première étape pour nous, en tout cas, côté bancaire, où déjà on se met autour de la table entre un groupement de producteurs, hein, donc des producteurs McCain, avec effectivement l'industriel, son besoin, sa stratégie qui est très claire, et nous, notre besoin de dérisquer. Donc c'est une vraie première étape qu'on a mise en place et qu'on est content d'avoir mise en place, qui répond à un besoin sur la pomme de terre, qui était lié à l'investissement dans du matériel spécifique, hein, donc tout ce qui va toucher aux couverts végétaux, on l'a dit, au pré-butage, éventuellement à des solutions aussi de micro-irrigation ou de matériel pour gagner en efficience sur le sujet de l'eau, parce qu'on sait que c'est un sujet énorme sur le territoire des Hauts-de-France. Donc ça, c'est la première étape. Et après, on a évolué entre nous justement pour aller tendre vers le collectif, pour des raisons économiques, de lisibilité, de cohérence, mais aussi budgétaires pour tout le monde. Et effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, nous, notre intérêt, c'est bien de dérisquer l'ensemble de l'exploitation et pas uniquement la partie en pommes de terre. Et donc c'est là où nous aussi on a intégré le programme, le projet Covalo, pour justement travailler sur ce collectif et maximiser le nombre d'indicateurs pour pouvoir aussi ne pas demander à l'agriculteur des nouveaux justificatifs, mais bien cet indicateur socle, en l'occurrence l'indice de régénération, pour pouvoir amener nos solutions de financement sur la ferme, qui d'ailleurs aujourd'hui, hein, on a démarré sur une approche matérielle agricole, entre guillemets ferraille, hein, qui correspond aux besoins de la pomme de terre à ce moment-là, qui aujourd'hui s'oriente vers une liberté d'investissement. Anne l'évoquait sur du fonds de roulement, par exemple, pour certains producteurs. Toute la transition agricole ne se cantonne pas au financement de la ferraille, entre guillemets, et j'aime souvent prendre cette expression. Ça va beaucoup plus loin, ça va de la plantation de haies, effectivement, à l'investissement matériel, à la rénovation de bâtiments, à la pose de photovoltaïque, etc. Et donc tout notre objectif, c'est bien de basculer de cet objectif de moyens, où on regarde les objets en tant que tels, vers une obligation de résultat, où finalement, l'exploitation que je finance et que j'accompagne dans sa transition, j'ai les garanties qu'elle est sur la bonne trajectoire. Elle n'est sûrement pas aboutie, elle ne le sera jamais. Par contre, elle est sur la bonne voie, et c'est ça aujourd'hui qu'on regarde et qui nous permet de donner des degrés de liberté avec des enveloppes budgétaires conséquentes, hein, bonifiées, qui permettent à l'agriculteur cette liberté d'investissement et qui, aujourd'hui, je peux le dire, en retour terrain, est plutôt très appréciée. Merci Olivier. On va aborder la dernière partie donc, de cette table ronde, puisque vous nous avez bien expliqué justement comment vous, acteurs de la chaîne de la valeur, vous pouvez collaborer ensemble justement pour accompagner la prise de risque des agriculteurs et faire organiser la transition de toute l'industrie agroalimentaire. Mais vous l'évoquiez, ça peine encore à massifier, et donc
en termes de transition. Et ça m'amène une question, c'est quels sont les freins et les leviers justement pour avoir une massification de cette transition agroécologique. Donc j'ai une question pour Anne, mais pour vous tous aussi d'ailleurs. C'est quoi le retour d'expérience sur la mise en place de ces nouveaux modèles économiques, ces nouvelles formes d'organisation, parce que vous évoquiez votre partenariat par exemple tous les deux, sur le financement de l'investissement pour accompagner les agriculteurs à transitionner. C'est quoi votre retour d'expérience et c'est quoi les principaux freins qui sont évoqués par tous les acteurs, quoi? Alors, il y en a beaucoup. Faut résumer alors. Si je prends l'angle agriculteur, parce que pour moi c'est le plus important, c'est comment les convaincre d'y aller, et ce sera ça le nerf de la guerre. Le premier frein, c'était que pour l'instant, justement, il n'y avait pas un discours commun, il n'y avait pas un cap clair. Souvent, les agriculteurs disent, mais en fait, mettez-vous d'accord. Et en fait, les premiers retours qu'on a eus dès qu'on a commencé à travailler, qu'on a consulté les agriculteurs, c'était, ah ben enfin, vous mettez d'accord, et on va y aller ensemble. Et déjà ça, en fait, ça change tout. Mais on le voit, ça fait 18 mois qu'on bosse pour arriver à ce discours commun clair. Et derrière un discours commun clair et un cap clair, c'est la transparence. Il y a une vraie attente de transparence, de relation de confiance. Donc c'est le climat aussi qu'on va générer autour de ça qui est hyper important. Et on a intérêt à ne pas se louper, parce que si on rompt la confiance, je pense qu'on n'aura pas deux opportunités. Et je pense que voilà, la transparence sur le dispositif qui est construit, les intérêts des uns et des autres, ça c'est important de jouer carte sur table. La transparence sur l'usage des données, ça c'est un sujet clé dans le monde agricole. Les premières questions, les premiers retours qu'on a eu des OP, des organisations de producteurs, c'était « Vous avez prévu quoi sur nos données ?» La RGPD, les données sensibles, l'autorité de la concurrence qu'on a consultée a clairement dit « Toutes les données d'un agriculteur sont sensibles, donc on ne fait pas n'importe quoi, ça ne se balade pas dans les fiers, ça ne se balade pas entre concurrents. » Donc voilà, ça c'est des attentes qui sont clairement exprimées du terrain. La quatrième, si je dois en rajouter une, point de vue agriculteur, parce qu'elles sont importantes, et ça rejoint ce que tu as dit Olivier, c'est la liberté technique. C'est justement de sortir de ces approches de moyens, qui ont été quand même la norme depuis des dizaines d'années maintenant, avec des cahiers des charges dans les filières agroalimentaires, où finalement le donneur d'ordre, pour répondre à une attente consommateur ou une volonté marketing de différenciation, créer un cahier des charges et l'imposer à l'amont agricole. Ça, c'est pareil, c'est fini. Déjà, ça ne marche pas, puisque ça ne va pas s'adapter à l'ensemble des contextes, et surtout parce que les agriculteurs en ont ras-le-bol, puisque ça finit en cahier des charges pommes de terre, opposer un cahier des charges betterave et un cahier des charges blé, le tout sur la même rotation, ça crée du grand n'importe quoi. Et donc, dans le dispositif, c'est ça aussi qui est très important, c'est que finalement, on se met d'accord sur ce cap, pas forcément sur le comment. Donc, on va plutôt travailler sur les conditions de succès, justement, le dispositif d'accompagnement technique, le dispositif économique, plutôt que sur le « on va te dire comment faire ». Et donc ça, c'est extrêmement apprécié, et tu le disais, les retours sur l'offre du Crédit Agricole sont excellents, les retours sur le dispositif du PSE, de l'agence de l'eau Artois-Picardie, sont excellents. On a dû refuser des candidats, il n'y a rien de pire que de devoir refuser, on a eu 175 candidatures sur 100 places, donc ça marche. Mais pourquoi ? Parce que justement, ils trouvaient un contexte de confiance, des conditions de succès et de la liberté. Et à partir de là, on peut avancer. Mais bon, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Je dirais en termes de freins, maintenant, c'est tout ce travail derrière de mise en place qui doit être fait. Bon, alors, tu as déjà dit beaucoup de freins. Après, un des plus gros freins que, en tout cas, comme moi je vois dans mon job de tous les jours, c'est aussi la peur du changement. De manière générale, j'ouvre une porte déjà ouverte, mais encore une fois, on se parle d'un changement, de résultats long terme, alors qu'on est comme tout le monde dans nos organisations, mais ça touche aussi les agriculteurs dans leur organisation, c'est beaucoup du court terme. Voilà, qu'est-ce que je dois gérer ? Je dois gérer un mauvais rendement, ou une mauvaise année. Ou... On est beaucoup aussi dans... Nous, on parle de sujets qui sont de l'ordre du long terme. Et donc, effectivement, changement et long terme. Donc, ça fait beaucoup. Donc, l'idée, nous, on croit beaucoup, en tout cas, au collectif. Je pense que quand on a, justement, pour que les agriculteurs puissent se projeter dans le changement, puissent se projeter dans le long terme, il faut qu'on s'aligne sur les messages qu'on va donner aux agriculteurs. Et je pense que c'est très puissant, en tout cas, j'y crois vraiment, que quand on est dans les Hauts-de-France, dans le projet Covalo, où on a les plus gros acteurs du territoire qui sont autour de la table, qui vont aller voir demain les agriculteurs en disant on s'est tous mis d'accord sur une définition de l'agroécologie, donc un peu de ce qu'on attend de vous demain.
Et en plus, voilà, on va associer des besoins techniques, des moyens techniques, des moyens financiers pour sécuriser justement ce changement. J'ai bon espoir que, en tout cas, ça va avoir de l'impact. C'est ce qu'on veut tous. On veut vraiment de l'impact. On veut de l'engagement des agriculteurs, du changement. Donc j'espère que effectivement, le levier pour moi, c'est le collectif, c'est avoir les mêmes définitions, des moyens partagés entre acteurs, intégrer le monde de la banque aussi, qui est clé. Je pense d'autres acteurs aussi, le monde public, on l'a fait avec les PSE, mais peut-être qu'il y aura d'autres moyens demain aussi d'intégrer plus le monde public et les acteurs publics. Voilà. Et bon, je valide effectivement, je me retrouve bien dans tout ce qui a été dit. Un des autres, pour moi, enjeux, donc l'enjeu de la massification, c'est la lame de fond. Pourquoi on se met en collectif? Parce qu'il faut une vision claire, parce qu'effectivement, ça coûte énormément d'argent et donc il faut collectivement se mettre autour de la table. On a un vrai sujet aussi, moi je le vois au niveau du quotidien, c'est sur le plan RH de nos propres entreprises, c'est-à-dire de transformer aussi en interne la vision. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, et une des premières réussites du projet Covalo, alors il y a cette notion de confiance et on sera très regardé, mais il y a déjà une première réussite, c'est que les acteurs se parlent sur un territoire comme les Hauts-de-France, avec la diversité des acteurs qu'on a, entre l'élevage, la culture, etc. Et on a des gens qui finissent par se connaître. Donc ça, c'est très bien, c'est déjà une première bonne nouvelle. Donc sur le plan de la R&D, et on le dit, il faut prouver, il faut démontrer que non, les couverts végétaux, ça n'amène pas plus ça ou ça, etc. Et il faut démontrer, c'est de la pédagogie, il faut répéter, c'est normal. Donc ça, déjà, on mutualise une partie et c'est déjà énorme. On s'essouffle moins aussi parce qu'il faut tenir dans la durée collectivement. Donc quand ça va moins bien d'un côté, voilà, il y a les aléas de marché économique, etc., d'une production à l'autre aussi qui arrivent et qui chamboulent finalement des équilibres qu'on avait calés. Donc déjà, d'être en collectif, cette forme de soutien, elle est extrêmement importante. Et après, dans la transformation de nos propres équipes en interne, on a besoin énormément de pédagogie. Donc, des fois, les messages, ils ont moins de mal à passer quand on fait intervenir quelqu'un de l'extérieur aussi chez nous pour expliciter la vision d'un autre acteur qui vient rassurer, qui vient aussi compléter certains aspects qu'on travaille moins nous-mêmes dans nos propres organisations. Et c'est un gros défi. Nous, on est une banque avec 3000 salariés. Voilà, nous, on baigne dedans quotidiennement, dans les Covalo, dans ces sujets de transition, etc., qui sont du domaine du complexe. À nous maintenant, au-delà de nos propres clients et du discours qu'on va tenir aux agriculteurs, c'est quel discours on tient dans nos organisations et comment on arrive à embarquer finalement l'ensemble de nos équipes. Donc c'est un effort de transversalité qui est colossal entre les équipes économiques, les équipes finances, les équipes commerciales, les équipes, etc. Et ça, pour le coup, alors c'est un peu de PowerPoint, beaucoup d'interventions, beaucoup de pédagogie, beaucoup de terrain, à nouveau comme les agriculteurs, hein, c'est être présent sur le terrain, démontrer par l'exemple. Et donc, par exemple, nous, c'est ce qu'on met en place là prochainement, c'est l'ouverture des fermes, justement, qu'on accompagne sur ces sujets de transition, à destination, effectivement, des agriculteurs du secteur, mais aussi et surtout de nos propres collaborateurs, pour voilà, changer aussi les lunettes. Quand on regarde les projets bancaires ou assurantiels arriver, c'est d'être en capacité de changer de lunettes et d'intégrer cette dimension risque climatique et de transition dans la lecture des projets qu'on a au quotidien. Merci beaucoup Olivier. Donc on a bien compris l'importance du dialogue, l'importance de la confiance entre les acteurs, c'est le ciment et c'est peut-être une clé de la réussite justement pour cette transition qui doit être pour tous les acteurs de la chaîne et pas seulement les agriculteurs. La dernière question que je voulais poser, parce que je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais qu'on prenne un petit peu de hauteur et j'avais une question pour Anne, parce que Anne, vous l'avez évoqué, la PAC. C'est vrai que quand on parle d'agriculture française, on est obligé de l'inscrire dans une dimension européenne, voire même mondiale. Et donc, les agriculteurs sont beaucoup aidés par la PAC. Ma question, c'est la suivante, c'est que est-ce que vous pensez que la PAC et sa configuration actuelle, puisqu'on a une nouvelle PAC, 2023-2027, avec les éco-régimes, les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, est-ce que vous pensez que cette configuration-là, ça permet d'apporter des solutions pour la transition agroécologique? Et est-ce que c'est à la hauteur des enjeux que vous avez bien évoqués tous ensemble? Alors oui, la PAC est c'est quand même le premier véhicule de financement de l'agriculture, de la transition. Donc c'est un véhicule hyper important qui aujourd'hui n'est pas complètement à la hauteur. Il y a des choses très bien dans la PAC, il y a des choses qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Le premier problème de la PAC, c'est ça, c'est que c'est devenu tellement complexe qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Sa complexité, oui. Et l'expliquer en 2 minutes, c'est quasi impossible. Et surtout, en fait, tout le sujet qu'on va discuter avec l'ensemble des parties prenantes, décideurs publics, institutions, syndicats agricoles, etc.,
c'est justement comment repartir peut-être de ce qui est bien, ce qui était une bonne idée dans la PAC, mais qui n'est peut-être pas allé au bout en termes de mise en œuvre, notamment justement les MAEC, par exemple, qui sont des dispositifs de financement qui, globalement, n'ont pas complètement atteint leur objectif. Certaines ont bien marché, d'autres moins bien. Et l'idée était de voir justement, à partir des expérimentations qu'on fait dans les coalitions, ce qui marche et ce qui ne marche pas pour en tirer des enseignements pour des évolutions justement à apporter à ces MAEC. Ce qu'on voit en particulier, c'est qu'il y a plusieurs aspects, mais il y a un premier aspect qui est qu'en général, elles sont un peu trop, en tout cas c'était le cas dans les Hauts-de-France, un peu théoriques dans leur construction, pas assez terrain. Donc elles s'appliquent mal. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que souvent il y a un côté beaucoup trop coercitif avec des sanctions et pas justement d'intégration de la prise de risque de l'agriculteur, et que s'il échoue, il rembourse. Ça c'est rédhibitoire, donc c'est pas du tout motivant. Donc dans la construction même de la MAEC, aujourd'hui ce qu'on expérimente dans des PSE régénératifs, par exemple avec l'agence de l'eau, c'est beaucoup plus souple. Ils rentrent, s'ils veulent sortir, parce que tout un tas de raisons ils peuvent sortir, et s'ils échouent, ils gagnent pas, mais ils remboursent pas non plus. Parce qu'en fait, les efforts ont été faits, ont été délivrés, il y a eu un investissement de fait, et donc il faut en tenir compte, sinon les agriculteurs n'iront pas. Donc l'idée, c'est aussi de se poser la question de finalement qu'est-ce qu'on vient rémunérer par ces financements publics. Qu'est-ce que ça vient couvrir? Alors le terme rémunérer peut être justement un peu le problème, c'est qu'en général, ça vient subventionner quelque chose. Tout le sujet, c'est est-ce que juridiquement, on peut faire évoluer ces financements vers de la rémunération de services, ou est-ce que c'est du financement de transition? Là aussi, il y a un débat à avoir avec les décideurs politiques, à la Commission européenne, au niveau national, sur justement le positionnement de ces financements par rapport aux autres financements qui existent. Éviter les doublons, trouver de la complémentarité, avoir des financements qui soient incitatifs, pas de sanctions et qui donnent envie aux agriculteurs. C'est vers ça qu'il faut tendre. Donc on a déjà des premières propositions qui sortent issues des coalitions, mais qu'on va venir alimenter, nourrir et puis surtout prouver par l'expérience. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste compléter en disant qu'on n'en a pas évoqué, mais dans le cadre de France 2030, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'État, que BPI France opère justement, qui est dans cette problématique justement de la massification de la transition agroécologique, sous le prisme de la réduction des phytosanitaires au champ. C'est l'appel à projet qui s'appelle prise de risque amont et aval et massification pour la diminution de l'usage des produits phytosanitaires. Et on espère sincèrement déjà qu'il y aura des candidats et qu'on aura plein d'exemples de projets Covalo comme vous l'avez expliqué Anne, et vous l'avez aussi dit Olivier et Camille, puisque vous en faites partie, vous êtes partenaires, qui permettront de faire des expérimentations justement, parce qu'il n'y a pas une transition, mais il y a des transitions agricoles, et puis il y a différents modèles économiques, il y a différentes filières, il y a différents contextes régionaux, etc. Donc voilà, on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de futurs Covalo par la suite. Voilà, la table ronde touche à sa fin. Je remercie en tout cas mes intervenants pour leur témoignage. Est-ce qu'on a encore 2 minutes pour une question? Est-ce que vous avez une question parmi les gens nombreux dans la salle? Est-ce que vous avez une question? Après, on est entre nous. Hein. Merci beaucoup du coup pour ces présentations. Donc, Maël Pereira-Lagia, je suis responsable au sein de la délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires. Donc, je traite en partie les projets France 2030, dont j'ai vu passer celui de Covalo. Qu'attendez-vous? Parce que vous avez parlé de la PAC justement en 2023-2027. On discute actuellement de la future PAC 2028-2034. Donc, qu'attendez-vous justement de cette PAC sur la transition agricole, donc que ce soit sur les MAEC, la prise en compte des PSE et surtout la prise de risque pour les agriculteurs? Merci. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'état de faire des propositions complètement opérationnelles, mais l'idée, c'est de réfléchir justement à des évolutions qui aillent dans le sens de cette complémentarité avec les financements privés. On pense vraiment que la clé, elle est là, dans cette complémentarité publique-privée. Le privé l'attend, et de notre retour d'expérience sur le terrain, maintenant, on a rencontré des cinquantaines de collectivités territoriales. Il y a aussi une vraie attente sur cette complémentarité avec le privé pour justement aller chercher de l'impact. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Comment est-ce qu'on peut travailler la PAC dans ce sens-là? Et dans cette logique en fait, on voit il y a 2 niveaux d'action pour nous
du secteur public, c'est le soutien à la transition, notamment pour l'amorçage. On le voit bien, les filières, elles vont être prêtes en général à rémunérer des résultats. Et tout le sujet, c'est l'amorçage, les débutants, la première marche qui manque un petit peu, qui est aujourd'hui rarement couverte. Et des dispositifs de MAEC sont normalement faits pour ça, mais on s'en perçoit sur le terrain qu'en général, ils vont plutôt rémunérer des pionniers qui ont déjà fait l'effort, puisque la prise de risque n'étant pas financée par la PAC, par les MAEC, ceux qui vont répondre, c'est ceux qui l'ont déjà fait et qui sont sûrs d'avoir les résultats. Donc il y a un peu une inversion d'approche qui serait de dire comment on peut financer ceux qui doivent prendre le risque et finalement en ayant des enveloppes qui diminuent. Plus on avance dans la transition, moins on finance au niveau public parce que le secteur privé prend le relais, puisqu'on commence à avoir de la valeur créable finalement par les résultats. Donc ça, c'est vraiment les deux sujets principaux. Et puis éventuellement, garder des enveloppes pour de la rémunération de services écosystémiques tels que l'eau, qui sera plutôt un sujet de bien commun public, mais de distinguer bien les enveloppes finalement en termes d'amorçage de transition, de soutien à la prise de risque, qui est vraiment un sujet de financement public, puisque peu de retour sur investissement pour le secteur privé, d'une rémunération plutôt de résultats qui serait bien spécifique et certainement des enveloppes un peu moindres. Voilà, et avec ces principes, comme je disais, liberté de l'agriculteur et pas de sanctions, c'est fondamental, sinon les agriculteurs n'y vont pas. Merci Anne. Je crois qu'on a terminé de toute façon. Je vous propose de continuer 0, à échanger. 0. On a fini le timer là. Merci à tous. Merci, à bientôt.